Cours de Photoshop. Déjà des petites notions de base. Vous savez que les images, évidemment, on a des images dites pixelisées, qui s'appellent aussi des images rasterisées. Pixel, vous savez ce que ça veut dire, pixel? C'est quoi? Alors, oui et non, parce que des pixels peuvent être rectangles aussi, étrangement. Pixel, c'est Picture Element, ça veut dire Picture Element. Ici, par exemple, j'ai ouvert une image JPEG. Alors, JPEG, ça peut peut-être vous faire gagner une bière dans les bars où il y a plein de photographes ou plein de graphistes, si vous voulez, ou un café ou un coca ou ce que vous voulez. Pas beaucoup de gens savent ce que JPEG veut dire. C'est Joint Photographic Excellent Group. Donc les mecs, ils ne sont pas modestes du tout. Donc c'est un groupe de photographes excellents qui se sont joints et qui ont créé la notion de JPEG. C'est fabuleux d'apprendre ce genre de détails. Hein. Bref, donc vous savez que les images, il y a plein de formats d'images différents. On a JPEG, on a du TIFF, on a du PNG, on a du PSD. Et en fonction de l'utilisation, on va avoir des formats différents. En photographie et avec Photoshop, évidemment la photographie, tous les appareils photo font du JPEG. Mais le JPEG, c'est un format, je vais vous montrer ici. Bon là je suis désolé, en capture d'écran, ça rend moins, il n'y a pas le choix. Donc un appareil photo, vu qu'à la base, ah oui, donc c'est vraiment un quart d'heure après quoi. Donc c'est la pause. Donc je crois que je vais mettre un réveil sur mon truc pour à 10h39, je m'arrête de parler et à 10h54, je m'arrête de parler jusqu'à ce que cette saloperie de sonnette s'arrive. Bref, dans un appareil photo, on peut faire des formats de photos à deux fichiers. Le format, je vous l'ai déjà fait ça? Non, je pense pas. Hein. Donc le format JPEG, dans ton appareil photo, qu'est-ce qu'il fait? Le JPEG, c'est un format comprimé pour gagner de la place, pour pouvoir mettre plein de photos dans ton appareil photo. Donc qu'est-ce qui se passe dans ton appareil photo? Ton appareil photo fait la photo, elle arrive dans le stockage, la mémoire tampon, et le processeur de l'appareil photo, il va comprimer la photo. Donc, vous voyez, chaque carré ici, c'est un pixel de l'image. Quand vous voyez un appareil photo de 20 millions de pixels, c'est-à-dire que ton image a 20 millions de petits pixels. Donc ça veut dire qu'il a une grosse résolution. L'appareil photo en JPEG, qu'est-ce qu'il fait? Il la comprime pour que cette photo prenne moins de place. Et comme ça, au lieu d'en mettre une, tu vas en mettre 8 par exemple sur le même espace. Tu vas en stocker beaucoup plus. Donc l'image est comprimée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas lisible. Ça veut dire que le Photoshop ou autre, tu vas l'ouvrir, tu vas la décomprimer. Et là, tu as perdu déjà un petit peu de qualité parce que tu as perdu des variations de couleurs, tu as perdu des variations de contraste, des trucs comme ça, et même du coup parfois un petit peu de netteté. Aujourd'hui, les appareils photo modernes ont des JPEG de très très bonne qualité, donc la compression pour les 3/4 des usages n'est pas dramatique. On peut bosser éventuellement. Si tu n'as pas un gros travail de retouche et d'édition d'image après, on peut bosser en JPEG. Si par contre tu vas retoucher ton image, la retravailler, il faut travailler. Tous les appareils photo ont un format de photo qui s'appelle RAW. RAW, c'est un fichier brut. Et chaque marque a un nom de fichier spécifique. Nikon, c'est NEF, Sony, c'est RAW, Olympus, c'est ORF, un truc comme ça. Donc chaque marque a son format de fichier propre, qui n'est pas comprimé, qui est brut. Donc un appareil photo de 20 millions de pixels, il va faire, donc en JPEG, la compression, un appareil de 20 millions de pixels, il va te faire un fichier en fonction du choix de compression entre 5 mégas et 12 mégas par exemple. Tu peux choisir les niveaux de compression. Mais ton appareil photo en RAW, s'il fait 20 millions de pixels, il va te faire un fichier de 20 millions de pixels, sauvegardé tel quel. Donc du coup, quand tu vas l'ouvrir avec Photoshop ou avec un programme spécifique pour photographes qui s'appelle Lightroom, qui est un programme vraiment fait pour les photographes, mais pour gérer un lot de photos, tout un reportage avec les mêmes réglages, les mêmes critères. Donc là, on va plutôt utiliser Lightroom. Mais si tu veux éditer une photo de manière plus approfondie, tu vas plutôt utiliser Photoshop. Le fichier brut, c'est comme un diamant brut. Il a plein de données, il a plein de valeurs, mais un diamant brut, quand tu regardes, c'est un bête bout de cristal terne, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de brillance, qui n'a pas forcément de couleur à ce niveau-ci. Tu dois le définir avec un tailleur pour lui donner sa forme, pour lui donner tout son éclat. Le fichier brut, c'est pareil. Un fichier brut, quand tu regardes un fichier brut, c'est terne, les couleurs sont pâles, les contrastes sont bas, la netteté n'est pas top. Tu dois impérativement, ce fichier brut, l'éditer, le travailler avec un programme de conversion de fichier brut. Il
Photoshop, il a un programme interne qui s'appelle Camera Raw Filter. Donc c'est un programme d'édition de fichiers bruts. Depuis quelque temps, tu peux même appliquer les mêmes réglages sur une image JPEG. Donc tu peux appliquer des éditions photographiques de fichiers bruts sur une image JPEG. Mais à la base, c'est le cœur de Photoshop et le cœur de Lightroom pour éditer des fichiers RAW, pour en faire ressortir les qualités que tu veux. Au niveau netteté, au niveau contraste, au niveau tonalité de couleur et saturation. Donc c'est toutes des choses que tu définis toi, même à l'avance par préload, ou que tu peux copier d'autres personnes avec des pré-réglages. Tu peux importer des pré-réglages pour définir des styles photographiques d'autres personnes sur tes images. Donc ça te fait gagner un temps fou et ça te fait surtout gagner une continuité dans la qualité de tes photos. Si par exemple je fais systématiquement des photos en noir et blanc avec un contraste un petit peu élevé, je peux sauvegarder ces réglages-là dans Lightroom ou dans Photoshop, dans Adobe Camera Raw. On peut sauvegarder ces réglages-là et exporter, importer et travailler par lot toute une série de photos en gagnant un temps dingue, en éditant toujours les photos de la même manière. Donc plutôt que les éditer une par une, on fait un travail par lot dans Lightroom, si on a Lightroom, dans Photoshop avec Adobe Camera Raw ou avec d'autres procédés d'automatisation qu'on verra plus tard. Mais du coup, le fichier brut, le fichier RAW, il va avoir beaucoup plus de variations, beaucoup plus de données, d'informations qu'un JPEG. Parce que ton JPEG, une fois que tu l'as ouvert dans Photoshop, et tu dis, tiens, mon client ou mon partenaire photographe, il a fait des photos, il m'a donné des photos en JPEG, je l'ouvre, je l'édite sur Photoshop, je change un petit peu les couleurs, le contraste, la saturation pour l'éditer, je le sauvegarde, il le recomprime encore. Et chaque fois que tu fais des modifications à un JPEG, que tu sauvegardes, tu perds de la qualité. Dans Photoshop, tu peux sauvegarder au format Photoshop par exemple. Et il y a des astuces justement pour ne pas perdre en qualité que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si on ne fait pas attention, chaque fois qu'on va éditer son image et qu'on va la sauvegarder, ou avec d'autres programmes, par exemple, tu as beaucoup de programmes, même sur iPad, tu vas importer l'image, tu vas faire des éditions, ben, ces éditions vont parfois être destructeurs. Et le fait d'avoir une édition destructeur sur une image photographique, chaque fois que tu vas faire une modification, tu vas perdre des quantités de variations et d'options de couleurs. Imaginons que tu avais 60 roses dans ton image, tu l'as édité, tu n'auras plus que 50 variétés de roses. Et petit à petit, ton image va être dégradée. Donc là, je décide, j'ai édité mon image pour la montrer à mon client, mon JPEG. Je montre à mon client dit non, finalement, je la voudrais en noir et blanc. Tu la réouvres et je la voudrais en carré, c'est pour mettre sur Instagram. Tu la réouvres, tu la fais en noir et blanc et tu la croppes au format carré. Tu la sauvegardes, tu l'envoies à ton client, il ouvre, il fait « Ouais, mais en fait, c'est ma mère qui m'a dit que c'était mieux en noir et blanc, mais je préférais en couleur. » Bah, ton JPEG, il n'a plus de couleur, c'est fini quoi. Tu as peut-être ton fichier de travail Photoshop si tu es un peu intelligent, un petit peu, mais si tu as mal travaillé, bah, ton fichier c'est fini, tu dois recommencer à zéro. Par contre, si tu as travaillé au format RAW et que tu importes ton format RAW dans Photoshop, dans Lightroom, dans autre, que tu travailles de manière non destructive, ton fichier RAW ici, tu le sauvegardes, il est sauvegardé tel quel. Tu le croppes au format carré, tu le mets en noir et blanc, ton client dit « Non, finalement, je ne le veux pas au format carré, je le veux quand même en couleur. » Tu vois, pas de problème, j'ai mon fichier RAW d'origine sur lequel j'ai juste… Le fichier RAW, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait faire une espèce de petit post-it qui va soit être à part, mais ce n'est pas conseillé, soit qui va être quelque part intégré à ton image avec toutes tes consignes pour l'image. Je veux que mon image soit au format carré, en noir et blanc, avec un contraste élevé. Et du coup, vu que c'est des indications de lecture d'image, ton fichier RAW ne sera jamais modifié réellement. C'est quand tu vas exporter une copie de ton fichier RAW que là, la copie sera au format que tu choisis, JPEG, PNG, TIFF, PSD, avec les critères que tu as choisis. Mais du coup, tu peux revenir à ton format de proportion d'origine, tu peux remettre des couleurs dessus, tu peux modifier. Le fichier brut, c'est un fichier qui est infalsifiable pour le moment. Donc, ce qui veut dire qu'il est malheureusement plus reconnu légalement parce que la loi a dit que tout ce qui est électronique à un moment donné peut être défait par l'homme, donc il n'est pas reconnu par la loi comme étant quelque chose d'infalsifiable, mais techniquement, actuellement, les fichiers RAW ne sont pas modifiables parce qu'ils sont verrouillés d'une certaine manière. Donc, tu ne peux pas rajouter une moustache sur quelqu'un, sauvegarder au fichier brut d'origine. Tu es obligé de faire une copie. Donc, voilà, ça c'est une notion qui est importante à comprendre dans le traitement d'image dans Photoshop. Et même en général, quand vous travaillez avec Illustrator ou InDesign,
évitez d'aplatir systématiquement tous vos calques, toute votre méthode de travail. Si vous devez changer une couleur, c'est plus simple de changer une couleur sur un élément vectoriel dans Illustrator, évidemment. Mais dans Photoshop, vu qu'on va travailler aussi avec des formes pixelisées et pas forcément vectorielles, c'est malheureusement plus facile de rendre une modification définitive et du coup de perdre du temps parce qu'on doit recommencer. Ça, justement, je vais essayer de vous montrer ma méthode de travail pour travailler de manière non destructive, pour contrôler l'évolution que vous faites dans vos images, pour pouvoir rééditer quelque chose rapidement. Et si jamais vous devez avoir l'original, vous allez toujours avoir l'original. On peut toujours recommencer. Donc ça, pour moi, c'est une notion importante. Alors, ici, donc là, je vous ai montré, c'est un test en JPEG d'une vieille photo que j'utilise depuis des années pour faire une retouche beauté simple. On ne va pas faire une retouche beauté magazine, truc comme ça. On le fera après si vous voulez, mais c'est une retouche beauté, on va dire simple, sur lequel on va appliquer certains réglages. Donc ici, là, pour le moment, parce que pour la retouche beauté, ça n'a pas énormément peut-être d'intérêt, il y en a, mais pas tellement. J'ai ouvert cette image avec le filtre Camera Raw Filter. Donc ça, par exemple, si on ouvre automatiquement un fichier RAW dans Photoshop, il va automatiquement d'abord s'ouvrir avec ce réglage-là, sur lequel on va pouvoir avoir des réglages basiques, qui sont la température de couleur, la teinte. Donc c'est vraiment pour dire, tiens, ton froid, ton chaud. Donc par définition, on peut toujours ajouter un petit peu de chaleur à son image, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si jamais votre image à la base avait une petite teinte verte, ça va permettre de corriger un petit peu la teinte, par exemple. On peut adapter aussi des systèmes de réglage et même des automatismes pour un petit peu corriger ça, mais ça, on peut voir ça tout à l'heure. On va pouvoir, par exemple, corriger aussi dans Adobe Camera Raw l'exposition de l'image pour dire, tiens, je vais faire comme en photographie, je vais faire que ma photo soit plus claire, plus sombre. Je vais modifier, par exemple, mon contraste de mon image. Donc, ça permet d'avoir des éditions même assez dramatiques. Hein. On peut, par exemple, diminuer donc les highlights, c'est ce qu'on appelle les hautes lumières. Donc, c'est les tons clairs. Ce n'est pas les blancs, c'est les tons clairs. Donc, vous voyez le fond ici. Par exemple, je peux demander à ce que mon fond soit plus blanc. Mais ça n'a pas beaucoup d'influence sur le reste de l'image, mais ça va juste faire un fond un peu plus blanc, par exemple, pour un peu faire ressortir une photo. Vous voyez ce que c'est qu'un pack shot? Un pack shot, c'est une photo d'un produit sur fond blanc. Pour l'isoler, pour pouvoir la mettre sur un site de vente. Ce qu'on appelle un pack shot, ou ce que les photographes vont appeler des boîtes de lait, quoi. On va faire des boîtes de lait et des boîtes de chat sur fond blanc. Donc on va par exemple ici aussi modifier l'intensité des ombres. Donc ce n'est pas les noirs, c'est les tons sombres. Donc rien que ça va permettre de modifier un petit peu quelque chose dans l'image. Et puis après, évidemment, on peut jouer avec le contraste, on peut jouer avec l'exposition, on peut faire quand même pas mal de choses pour dynamiser un petit peu l'image. Donc ici, j'ai un tout petit peu éclairci mes hautes lumières, j'ai un tout petit peu assombri mes ombres, mais on a les blancs. Les blancs, c'est les tons vraiment les plus clairs. Et ici, vous voyez que ça va commencer à fort accentuer les tons clairs. Donc, les tons blancs, c'est dans les extrêmes. En général, on essaie de ne pas trop y toucher. À savoir, si jamais, par exemple, j'ai fait ici un réglage, je veux revenir à mon réglage d'origine, je vais sur le mot du réglage. Ah, là, évidemment, on ne le fait pas. Super. J'appuie sur la touche Option. Dans ce cas-ci, avant, il suffisait de cliquer 2 fois dessus. Mais maintenant, on appuie sur la touche Option quand j'appuie sur le mot et ça remet le réglage à 0 par exemple. Ici, par exemple, contraste et exposition, je vais revenir à 0. Oui, je peux tout revenir à 0 à ce niveau-ci. Et pareil pour les blancs, s'il vous plaît. Et ici, on a par exemple les tons noirs, donc vraiment les ombres pures. On peut aussi les définir. Donc par exemple, je peux un tout petit peu éclaircir mes tons noirs, un tout petit peu assombrir mes ombres, un tout petit peu éclaircir mes hautes lumières, un tout petit peu assombrir mes ombres et un tout petit peu augmenter mon exposition. Et un tout petit peu réchauffer mon image. Oui, chère madame. Le résultat que tu as en chipotant ces réglages-là, en fait, ça pourrait être le même que les réglages que tu mettrais en dehors de Camera Raw avec des calques de réglage. Avec des calques réglages, voilà. Tout ça, tout ce que tu fais là, tu peux appliquer ça avec des calques de courbe, des calques de niveau et des calques de teinte saturation ou autre. Mais du coup, l'avantage, c'est que tu as beaucoup de réglages qui existent sur le même système ici, tu vois. Alors, Et ça, du coup, c'est destructif, hein, c'est-à-dire que quand tu fais OK, si tu veux retourner dans ces réglages-là, quand tu arrives, tout est mis à 0. alors ça va être le problème. Justement, je vais te montrer le truc. Là, pour le moment, je vais arrêter ici mes réglages ici. Alors, évidemment, on a les options, par exemple, pour voir avant, après. On a les options ici
pour pour montrer une fenêtre un petit peu avant-après, pour voir un petit peu ce que tu fais. Donc c'est assez intéressant pour voir un petit peu l'évolution ici. Après, déjà, dans cet outil-là, tu peux modifier aussi les options de texture pour ajouter la texture à la peau, mais en général, on ne veut pas, surtout pas sur des petits peaux de jeunes filles. La clarté. Donc la clarté, ça va rajouter, accentuer l'image et le contraste. Il ne faut pas déconner avec ça dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, jamais déconner avec la clarté. Pour moi, la clarté, c'est maximum 10 points en plus ou 10 points en moins. Grand max. Les retouches photo, portrait, beauté, c'est comme le maquillage. Si ça se voit, c'est qu'il y en a trop. Après, j'ai rien contre parfois des maquillages excessifs à ce niveau aussi, mais en général, en retouche beauté, on évite. Le DA, c'est plutôt pour les paysages. Ça va en fait éliminer ou rajouter les effets de brume sur les photos, par exemple. Donc, parfois, ça peut un petit peu aider pour un petit peu éclaircir les peaux ou pour un petit peu densifier, mais de nouveau, c'est un effet, il ne faut pas déconner. Ici, la différence entre vibrance et saturation. La saturation va accentuer toutes les teintes de couleurs sur l'ensemble de l'image. La vibrance, elle va plus accentuer les tons autres que les tons de peau. Donc ça va accentuer les ciels bleus, ça va accentuer les tons verts, mais les tons chauds, les tons de peau vont être moins accentués par exemple que des tons de paysage. Donc la vibrance, ça va plutôt se focaliser sur les tons autres que les tons de peau, par exemple. Après aussi, on a aussi des outils de courbes. Donc les courbes, c'est plutôt vraiment sur la gestion des contrastes localisés. Donc là, à savoir, c'est les tons sombres, les gris sombres, les gris moyens, les gris clairs, les gris très clairs et les tons clairs. Donc par exemple, si je clique ici sur mes tons sombres et j'augmente, on voit qu'on éclaircit mon image. Si je vais sur mes tons sombres vers le bas, j'assombris mon image. Mais si par exemple je vais sur mes tons sombres ici, mes shadows, je les monte, je vais un petit peu commencer à éclaircir mes ombres. Donc on peut avoir des contrôles comme ça, c'est pas joli, mais on peut avoir des contrôles comme ça si on le veut de manière assez graduelle. On peut masquer l'effet ou pas, et normalement on peut aussi revenir à la courbe de base. Donc c'est un outil qui peut être très 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 puissant, mais je vous montrerai comment utiliser l'outil courbe de manière encore plus puissante par après. Moi, j'aime pas trop l'utiliser dans l'outil ici. Mais on peut régler aussi, par exemple, pour augmenter les hautes lumières de manière visuelle. À savoir, ici, est-ce que vous connaissez ce petit élément-ci ? Ça, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Donc, c'est un outil qui est assez cher aux photographes. Un histogramme, ça va représenter les valeurs d'intensité, de luminosité ou de couleur. Donc là, de gauche à droite, on va avoir les ombres, les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs et les blancs. Donc on voit par exemple ici, il y a un pic, donc il y a beaucoup de tons blancs, c'est le fond blanc. On va avoir ici, là c'est les ombres, donc par exemple ici les ombres, on va avoir une dominante un petit peu verte dans les ombres. Alors ce qui est amusant, c'est que je peux très bien cliquer ici, et je peux du coup modifier un petit peu éclaircir mes ombres, ou assombrir mes ombres. Donc on peut modifier l'exposition d'une image de plusieurs façons différentes dans Adobe Camera Raw. Les détails, ça va vous permettre par exemple de rajouter de la netteté, de réduire le bruit. On a deux types de bruit dans les photographies. On a des bruits de grains et on a des bruits de couleurs. Ça, je vous montrerai une autre fois, on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. On a le mélange de couleurs. Par exemple, on peut dire, tiens, imaginons, je veux que mes rouges soient plus orange ou plus magenta. Vous voyez ces tons de peau ? Là, elle a un petit peu bu du rosé. Là, elle a bu beaucoup trop de rosé. Elle est malade. Donc ça va permettre d'un petit peu influencer les tons de peau, mais sur l'ensemble de l'image. Donc on peut par exemple ici, les magentas, vous voyez son pull, ça permet, et on peut aussi, il y a un petit outil ici qui va vous permettre de cibler et d'aller sur une couleur et de dire tiens, cette couleur, la modifier par exemple. Il y a d'autres outils dans Photoshop pour faire ça, hein, plus performants, plus précis, mais on peut déjà avoir un petit peu d'édition là-dessus aussi. Donc ça va vous permettre de modifier la teinte, hue c'est teinte, la saturation d'une image, parce que du coup, vous voyez qu'on peut désaturer une couleur ou la sursaturer couleur par couleur. Il y a d'autres outils aussi dans Photoshop, mais on peut aussi modifier la luminosité d'une image. Une couleur, donc Photoshop c'est un outil qui travaille principalement en RGB, hein, rouge, vert, bleu. Il peut travailler en CMJN, mais c'est un outil qui à la base qui a beaucoup plus de puissance en RGB. Et donc du coup,
les couleurs en RGB vont se régler en teinte, en saturation, en luminosité. Et donc là, de nouveau, mes rouges, vous voyez que là, je vais vraiment saloper la peau. Mais on peut déjà même un tout petit peu éclaircir, adoucir la peau, simplement en éclaircissant la chaîne de rouge, par exemple. C'est une méthode. Il y a d'autres méthodes, et donc on peut faire ça pour toutes les couleurs. Je ne vais pas m'accentuer trop sur tout le reste, parce que c'est pour plus tard, et comme ça, voilà. Mais on peut par exemple définir par exemple, une teinte sur les tons moyens, une teinte sur les ombres, et une teinte sur les hautes lumières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du color grading, mais ça, c'est des effets déjà plus complexes. On ne va pas voir ça aujourd'hui. On va voir ça de manière un peu plus simple. Les distorsions optiques, donc ça, c'est plutôt si on travaille au fisheye ou pas. C'est la distorsion, on ne va pas voir ça aujourd'hui non plus, parce que c'est plus complexe. La géométrie, c'est justement si jamais il y a un problème d'axe, mais ce n'est pas lié de nouveau au problème d'aujourd'hui. Les effets, si jamais on veut rajouter par exemple du grain et du vignette, non plus, on ne va pas se perfectionner là-dessus. Et la calibration, si par exemple on veut, c'est plutôt utile par exemple sur les paysages, mais si par exemple on veut accentuer par exemple la saturation de toute la couche bleue, de toute la couche verte, de toute la couche rouge par exemple, mais du coup si on accentue ici, on a une influence sur la couche rouge, mais moins sur les autres couleurs. Et du coup là aussi on peut définir par exemple spécifiquement teinte par teinte une autre variation. Mais ça on ne va pas trop se pencher là-dessus. Donc ici vous voyez que j'ai fait déjà quelques réglages d'exposition qui améliore déjà un petit peu globalement les tonalités de l'image. Qu'est-ce qui se passe? On a d'autres outils aussi, mais je ne vais pas les voir aujourd'hui, des outils de correction directe, on verra ça plus tard si vous voulez. Mais là, c'était vraiment les bases de Camera Raw et on va voir vraiment les outils de retouche beauté plus approfondis dans Photoshop même. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la touche OK? La touche OK, voilà, il a édité mon calque de base et c'est un calque qui est modifié, j'ai détruit déjà une partie de mon image. Donc ça, je ne devais pas le faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais un commande Z et pour travailler de manière non destructive, je vais transformer mon calque avec un clic droit en objet dynamique. Donc on peut le faire soit un clic droit ici, soit tu peux faire par exemple filtre, convertir pour les smart filters, ou tu peux faire calque. Tu peux faire calque, je ne sais plus où c'est par contre, mais il y a ici aussi convertir pour le calque dynamique quelque part. Voilà, convertir pour objet dynamique. Les trois, c'est la même chose. En gros, ça va créer en fait un nouveau petit icône ici et ça va convertir ton calque en calque dynamique. Ce qui veut dire que Photoshop va garder en mémoire tous tes pixels d'origine et tout ce que tu fais, tu pourras revenir en arrière par après. Donc du coup, vous voyez que j'ai fait un filtre Adobe Camera Raw et ce qui est cool dans Photoshop, c'est qu'il garde en mémoire le dernier effet de filtre que tu as fait. Donc là, comme j'ai converti mon calque en calque dynamique, si je refais mon filtre Camera Raw Filter, je clique dessus, je réouvre. Normalement, non, salopard, il ne l'a pas gardé, mais ce n'est pas grave. Je vais rebooster ici, rebooster là. Hop. Diminuer un petit peu mes blancs, un petit peu augmenter mes noirs. Tac. Je vais un tout petit peu réchauffer mon image. Contraste. Hop. Un tout petit peu enlever de texture, tout petit peu. Un tout petit peu enlever de clarté. Et tout petit peu enlever de saturation. Et un tout petit peu augmenter de vibrance. Voilà. Après, ici, Adobe Camera Raw, on peut aussi sauvegarder normalement les réglages. On peut sauvegarder les réglages pour les importer pour une autre image. On peut faire des presets à ce niveau-ci. Donc un preset, c'est un pré-réglage pour, si par exemple ce réglage d'image-ci, que je fais systématiquement les mêmes photos, je peux appliquer le même réglage à toutes mes photos. Ok, donc là je fais OK. Et alors ce qui est cool, c'est que du coup mon image ici, vous voyez qu'ici, il a créé en dessous un calque de masque automatique et ici une petite ligne avec un œil pour rendre visible ou pas mon filtre. Donc tous les filtres que je vais appliquer maintenant sur cette image-ci, je vais pouvoir les masquer et les afficher et je peux réouvrir en cliquant dessus mon filtre, modifier l'effet, cliquer sur OK et modifier directement mon image. Mais si je reclique dessus, hop, je reviens, je vais quand même un petit peu recorriger. Ça, c'est trop Igor. Alors, petit truc ici, je ne sais pas si vous voyez ce petit triangle qui est rouge.
Quand il est rouge, ça veut dire que j'ai des tons qui sont probablement brûlés. Vous voyez ici, quand ça approche ici, ça c'est des tons brûlés. Ça veut dire qu'à l'impression, il n'y aura rien du tout. Et vous voyez, des mèches de cheveux qu'on ne voit plus. Donc ça, il faut impérativement éviter d'avoir des tons brûlés. Mais à l'inverse, et on peut justement activer cet avertissement ici, avec ces petits triangles. À l'inverse, donc ici, il est activé en rouge, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai probablement des tons brûlés dans les rouges. Mais ce n'est pas dramatique dans ce cas-ci. Mais si je vais à l'inverse, regardez, je vais aller dans les tons sombres, et on va commencer à voir normalement apparaître... Non, ce n'est pas assez sombre, c'est pas grave. Je vais vous faire ça avec les ombres ici, ou plutôt les noirs. Vous voyez, on commence à voir apparaître du bleu. Donc là, c'est ce qu'on appelle des tons bouchés. C'est ce qu'on appelle des tons clippés. Là, il n'y a pas de détail. C'est noir, il n'y a pas de détail. Il faut éviter ça aussi. S'il y en a un tout petit peu comme ça, ce n'est pas dramatique. Ça, non. Ça, éventuellement, oui, ce n'est pas dramatique. Et pareil, ça, on est d'accord, non. S'il y en a, vous voyez, un tout petit peu comme ça, à la limite, oui. Oh, l'étudiant fantôme. Alors, quand il y a des tons noirs, ce qui veut dire qu'à l'impression, ton image sera forcément trop sombre. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les images que vous voyez sur un écran, elles sont plus claires parce qu'elles sont éclairées par l'arrière. Tout ce que tu imprimes sera forcément plus sombre que ce que tu vois sur un écran. Donc, si jamais, par exemple, tu as ton indicateur ici qui te dit effectivement tu as des tons sombres, ce qui veut dire que le reste de l'image, une fois imprimée, sera forcément beaucoup plus sombre. Donc, il vaut quelque part toujours mieux avoir une photo un peu trop claire qu'un peu trop sombre. Mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Ok, je ne sais plus exactement les réglages, mais... Alors, c'est marrant parce que j'ai eu un gros débat avec un connard de youtubeur qui dit la charte de gris quand tu fais une photo pour avoir une exposition correcte, ça ne sert à rien. Parce que Mais je dis non, regarde, ici mon image, elle n'est pas surex, il y a un tout petit peu de clipping ici que je peux même un peu... Voilà, là j'ai pas de clipping en couleur, mais regardez ce qui se passe quand je change ma balance des blancs. Et là j'ai du clipping, j'ai pas changé mon exposition, j'ai changé ma balance des blancs. Et je fais à ce connard de youtubeur, si ta balance des blancs n'est pas bonne et que tu dois corriger ta balance des blancs, tu vas avoir du clipping. Il fait non, j'ai dû lui faire une vidéo de démonstration pour lui montrer cette espèce de truffe. Et il faut mais c'est parce que tu travailles avec des fichiers JPEG, en RAW, tu n'as pas le problème. Oui, d'accord, en RAW, tu n'auras probablement pas le problème parce que tu as beaucoup plus de valeur de données. Mais tu ne peux pas dire que ta balance des blancs ne sert à rien alors, tu vois. Bref, connard de youtubeur. Vu que c'est enregistré, c'est connard de youtubeur. Bref. Donc ici, je vais faire OK. Il modifie, il adapte. Maintenant, alors... Je ne vais pas revenir sur l'intérêt de travailler en fichier RAW, mais en fait, en fichier RAW, on a 16 fois plus de valeurs de données, de couleurs, de dégradés, de trucs comme ça, qu'avec un JPEG. Donc, quand vous voulez détruire votre image, c'est beaucoup plus performant. Exemple, je vous ai déjà montré la différence entre un 16 bits et un 8 bits. Je vais vite vous montrer rapidement. Je vais transformer temporairement mon image en 16 bits. Donc, ça veut dire que c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc ici, je vais faire un petit effet de niveau. Donc les niveaux, c'est un effet dans Photoshop qui va permettre de définir les tons sombres, les tons clairs et les gris moyens. Donc par exemple, je peux dire, tiens, mon image, les tons sombres vont plus ici. Ou par exemple que mes noirs, au lieu de commencer une valeur de 0, donc les noirs utiles, ça veut dire que mes noirs vont commencer ici à 39. Et alors pour ouvrir cette fenêtre, il y a un petit raccourci clavier, commande L. Mais là, c'est juste une démonstration, ce n'est pas très intéressant pour le cours. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un autre aspect pour avoir cet effet, cette fenêtre de niveau avec un calque de réglage. On peut en fait appliquer des modifications dans ces photos dans Photoshop avec images, ajustements, et on a ici tout ça. Mais tout ça, c'est des ajustements que tu vas faire directement sur l'image, donc c'est destructeur. Bon, pas quand c'est un calque dynamique, mais c'est pas grave. Mais par contre, tu peux faire ici exactement la même chose, mais avec des calques de réglage. Donc ici, tu vas créer un calque avec le réglage que tu pourras masquer, que tu pourras rendre invisible ou pas, que tu pourras remodifier à volonté et ça ne sera pas destructif. Mais ici, mon propos, c'était de faire, par exemple, je vais faire un calque de niveau et je vais, juste pour l'expérimentation, je vais détruire mon image. Je vais faire comme si, tiens, j'avais fait beaucoup de réglages et j'ai postillonné sur mon écran. Je vais faire OK, je vais faire un deuxième calque de destruction et vous voyez que mon image, j'ai perdu beaucoup de valeur de couleur et je vais recommencer.
Ok. Ici. Vous voyez que mon image maintenant, si je fais un niveau, il n'y a plus qu'un ton de gris, 2 tons de gris. Donc j'ai perdu beaucoup de qualité de mon image. Et bien comme je suis en 16 bits, j'ai tellement de variations de couleurs. Je fais OK. Je vais faire un deuxième. Je vais essayer de récupérer la qualité de mon image. Paf. Je suis revenu presque à la qualité de l'image d'origine. Tout ça parce que j'ai 16 fois plus de couleurs qu'une image normale. Si par contre, je refais le même exercice, mais en 8 bits et pas en 16 bits, donc avec un fichier JPEG de base, je vais refaire la même chose. Là, c'est une démonstration, c'est pas « Bonjour, bienvenue, santé, bonheur hein. ». J'ai un groupe en visite. Mais viendez. On te dérange pas? Non, c'est la formation de striptease, mais pour le moment, ils sont habillés, il n'y a pas de problème. C'est un public très jeune, ça risque de l'être. Non, t'inquiète, c'est un cours de... Il n'y a aucun problème, c'est un cours de Photoshop. Alors les gars, il y a cours, le formateur veut bien nous recevoir. Merci, on vous respecte ça. Bonjour, santé, bonheur, bienvenue. Chère madame. Ça belle? Bah oui, sans masque et tout. Et t'as des dents, t'as une bouche, t'as un visage et tout, tu te rends compte? Pardon, bonjour. Donc je m'appelle Igor, je suis formateur à l'EFP depuis très longtemps. Formateur en photographie et en graphic designer. Donc on apprend à faire des affiches, à faire des livres, à faire des logos, à faire plein de choses. Et aujourd'hui, c'est mon premier cours avec les graphistes de Photoshop. Donc là, je vais leur apprendre à faire ce qu'on appelle une retouche beauté en manipulant différents outils. Là, je leur démontre les différentes qualités d'image. Vous avez tous un appareil photo? Oui. Voilà. Dans les appareils photo, on peut faire des photos principalement en 2 formats. Attends, je vais juste arrêter mon enregistrement.